et je vais partager le document que j'ai préparé pour vous en parler. Est-ce que vous voyez à l'écran un document Excel qui porte sur les normes de projection de placement de l'IQPF? Oui. Oui. Oui, Louise, est-ce que tu le vois comme il faut? oui, je le vois. OK, parfait. Moi aussi. OK. Alors donc, Oups. Là, quand tu te déplaces comme ça, je le vois, je vois plus les cellules qui sont vides à ta droite. OK. Est-ce que tu vois la colonne A? Non. OK. Alors donc, je vais faire Non, vois-tu, lorsque tu le déplaces comme ça, là, c'est ça, c'est que ça s'en va toujours vers à droite du chiffrier au lieu d'être. Tu sais, parce que quand tu nous l'as ouvert, je voyais tout. Là, je vois tout. OK, c'est bon. OK. Alors donc, c'est des ajustements qu'on fait. Moi, mon écran lorsque je partage un fichier, mon écran ne réagit pas comme les semaines précédentes. Il y a un réglage probablement qui a été changé à quelque part qui fait que le résultat affiché n'est pas le même. On va travailler ça. Donc, ce que je voulais vous présenter, ce sont des normes d'hypothèse de projection de l'IQPF. Certaines de ces normes-là concernent les placements, entre autres. Alors, je vous ai placé ça. Et ces normes-là sont utilisées par les planificateurs financiers lorsqu'ils font des projections ou des planifications financières de retraite pour leurs clients. Alors, ces normes-là, qu'est-ce qu'ils leur recommandent? Donc, ils recommandent aux planificateurs financiers d'utiliser pour le taux d'inflation dans les planifications financières de retraite, ils recommandent d'utiliser 2 et lorsque le client a besoin de faire un emprunt, ils recommandent 4,4 Pour ce qui est du taux de rendement des placements, alors, ils ont des normes qui varient selon le type de placement. Alors, pour les placements à court terme, ils recommandent à leurs clients un taux de rendement prévu pour l'ensemble de la retraite de 2,4 Les placements à revenus fixes, 2,9 Les actions canadiennes, 6,1 Actions étrangères pour les pays développés, 6,4 et les actions des pays émergents, 7,1 Et ces normes-là sont les normes qui datent de 2020. C'est les dernières normes qui ont été publiées. C'est Alors, pour 2020. c'est les normes de 2020. C'est les dernières qui ont été publiées par l'IQPF. Ça change à 3 ans. Bon, en fait, ils font une mise à jour. Il y a des taux qui ne changent pas d'une année à l'autre, puis des fois, il y a des petites variations. Mais en général, c'est assez stable. Ensuite, Excuse-moi, Bernard, c'est basé sur le passé, ces normes-là. Hein? C'est une moyenne du passé, probablement. Eux, comment leurs normes sont établies, ce n'est pas mentionné. Ce qui est mentionné, c'est ce qu'ils recommandent aux planificateurs financiers d'utiliser dans leur planification financière de retraite. Mais bien sûr, pour faire de telles recommandations, ils ont dû demander à des actuaires de faire des statistiques sur le passé, puis de faire des projections. Alors, j'imagine que c'est fait de façon correcte là, sur le plan statistique, comptable, économique et actuariel. Sinon, ça ne passerait pas le test. Là. Et il faut savoir une chose, c'est que les planificateurs financiers, la stratégie qu'on leur demande d'utiliser ou dans leur code d'éthique, on leur demande d'être prudents, de faire des recommandations prudentes à leurs clients de façon à ne pas mettre en cause leur crédibilité ou leur institution financière, leur employeur, s'ils travaillent pour une institution financière. Ensuite, il y a d'autres normes qui n'apparaissent pas dans les normes de projection de 2020, mais qui étaient présentes en 2015. Alors, je vous les présente dans le deuxième tableau, à compter de la ligne 19. Alors, pour les placements composés, pour les fonds communs de placement de type conservateur, ils recommandaient à ce moment-là 2,8 fonds équilibrés 3,3 fonds dynamiques 3,7 Alors, moi, personnellement, je trouve que même si la norme n'est pas actualisée à 2020, je pense que les planificateurs financiers qui font des planifications maintenant doivent continuer à utiliser les mêmes normes tant qu'elles n'ont pas d'indication que ça devrait changer. Alors, je pense qu'ils utilisent la même chose. Mais j'aimerais vous faire remarquer que
Pour un placement à court terme, il recommande 2,4, revenu fixe 2,9, un demi-point de pourcentage de plus. Et on sait que les placements à revenu fixe et revenus à court terme sont des placements qui sont, je dirais, sécuritaires, des placements conservateurs. Remarquez 2,4, 2,9 et regardez fonds conservateurs 2,8. Alors, on est autour de ça. Hein? C'est vraiment autour de ça. Fonds équilibré 3,3 et fonds dynamique 3,7. Les actions, habituellement, sont considérées comme étant des produits dynamiques. Regardez ce qu'on recommande pour les actions canadiennes, 6,1, puis un fonds dynamique 3,7. La différence entre les deux, on a le nombre d'années, 2015 par rapport à 2020, mais on a aussi le fait que des actions, ça n'a pas le même, c'est pas traité de la même façon par les institutions financières que les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, il y a des gestionnaires de fonds qui vont récolter à partir du rendement leur commission. Donc, c'est comme si le rendement qu'on fait, qui est indiqué à 3,70, les gestionnaires de fonds ont déjà passé et ont déjà récolté leur commission. Et ça pourrait être, si on avait pris les actions elles-mêmes, plutôt que de prendre le fonds, on aurait probablement eu un rendement supérieur. Alors, c'est un petit peu ça que J'avais juste un commentaire. Juste un commentaire là-dessus, c'est que les pourcentages qu'on voit de taux de rendement sont sans les frais de gestion. Oui, mais les fonds, lorsque les fonds qui sont ici, là, il y a les gestionnaires de fonds, avant de remettre l'argent à leurs clients, ils prennent leur commission. Ils prennent la commission qui leur permet d'être payés. Ça, je comprends ça. Mais il y a une grosse différence si les gens utilisent le tableau de rendement des placements en haut ou en bas. En haut, c'est que les frais de gestion ne sont pas appliqués. En bas, ils sont appliqués. Oui, mais il faut savoir que si moi, je détiens un fonds de placement dynamique et que ce fonds-là, je l'ai acheté chez Desjardins, bien, le fonds de placement dynamique qui va récolter 3,70 %, l'institution financière Desjardins va aussi se prendre sa commission pour ses frais de gestion. En plus. Oui. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs intervenants qui vont chercher leur quote-part à plusieurs endroits dans la chaîne. Il faut être conscient de ça. Alors, plus il y a d'intervenants, plus on paye de commission, moins on a de rendement net à nous. Alors, c'est un peu le principe. Si on a moins d'intervenants, moins d'intermédiaires, on a un rendement qui est plus substantiel. Est-ce que je peux poser une question? Oui. En fait, je veux juste valider ma compréhension. Là, si on regarde le tableau là, du haut, le taux de rendement des placements selon le type de placement, on a des taux. Et le tableau du bas, qui fait appel plus à des placements composés plutôt que des placements simples. Par rapport aux frais de gestion ou aux commissions que les gestionnaires de ces types de placements-là ont pu prendre, est-ce que là, ce que je comprends, c'est que, admettons, si on prend la ligne action canadienne à 6,10 %, ce taux de rendement-là estimé, là, ou en tout cas évalué, recommandé, c'est le taux que rapporte l'action une fois que les commissions sont prises par l'intermédiaire par lequel tu as été chercher ton action? Non. Non? C'est le contraire. Ça, c'est le rendement brut, pas net. OK. Alors que si on va au fonds dynamique à 3,7, on sait que ces fonds-là sont composés de différents produits, là. Alors, mais là, à ce moment-là, le taux de rendement qui est suggéré, c'est le net. Ça en serait une fois que les commissions sont payées. Non, non, c'est une fois que les commissions du fonds ont été prises. Ouais, mais ce fonds-là, je ne l'ai pas acheté directement de la compagnie de fonds. Je l'ai acheté d'une institution financière. Ouais, mais c'est l'institution financière de laquelle je l'ai acheté va aussi se prendre une commission en plus. Oui, mais c'est ça que c'est pas clair pour moi. Tu dis qu'il y a aussi une commission qui se prend en plus. Le 6,10 % pour l'action canadienne dans le tableau, est-ce qu'il y a une commission qui a été prise là-dessus? Oui, il y a une commission qui va être prise par l'institution financière si tu l'as acheté par une institution financière.
un peu, là. Si tu faut ne être l'as pas clair. acheté par une institution financière qui se prend une commission, tu n'auras pas payé de commission. Non, Exemple mais de ça, regarde, si tu Bernard, fonctionnes avec Disnat tu vas avoir une commission à payer qui est fixe à l'achat et à la vente, et tu connais le montant de commission. C'est autour de 9 à l'achat, 9 à la vente aussi. Alors, tu peux dire, mettons, autour de 20 que ça te coûte pour faire une transaction d'achat et vente d'un bloc d'actions chez Bon, mais Disnat. là, on parle de frais de transaction. Oui, On ne c'est parle ça. pas de commission. On ne parle pas de rendements qui sont Exact. coupés. Si tu fais affaire avec Disnat ou n'importe quel courtier en ligne, ben, tu as des frais de transaction qui sont C'est ça. associés avec ce que tu Oui, achètes ou ce que tu vends. oui, tu as raison. OK? Mais ça n'a rien à voir avec les frais de gestion Tu as comme raison. tels d'un fonds qui sont connus et puis qui sont déduits normalement dans la ligne qu'on voit en bas, là, Oui. 3,70 Ça, c'est le taux de rendement net Du fond. du fonds. Et on peut À ça, généralement. Oui, vas-y, Denis, excuse-moi. À ça, bien entendu, tu as des frais de transaction qui vont venir diminuer un peu ce pourcentage-là. Non, en fait, c'est que l'institution financière, moi, si j'achète, par exemple, le fonds Fidélité Dynamique, je vais récolter mettons, au bout de la ligne, 3,7 de rendement annuel. Ouais. Mais mon fonds dynamique, je l'ai acheté par Fiducie Desjardins. Mm-hmm. Alors, Fiducie Desjardins, lui, il y a une politique de frais de gestion. Alors, tous les placements que j'ai chez Fiducie Desjardins, eux, ils me chargent un pourcentage de commission, de frais, pour leurs frais de gestion. Alors, c'est donc en plus, j'ai ça en plus à calculer. OK. Alors, là, ma question, ça va être, admettons là, que moi, je décide de m'acheter des actions canadiennes. Oui. Par où de quelle façon que je transige ces actions-là, que je les achète ou que je les revends, si je ne veux pas avoir à payer de frais de gestion? Autrement dit, je ne ferai pas affaire à un gestionnaire de fonds. Je n'irai pas, par exemple, via Desjardins pour aller, pour fonctionner avec un fonds, là. Là, je vais y aller directement moi-même. Je vais aller acheter moi-même mes actions, là, ou je vais les vendre. Mais là, à ce moment-là, je passe par où pour faire ça? Tu peux passer par un courtier en ligne. Exemple, Desjardins, son courtier s'appelle Disnat. Un courtier à escompte. Oui, courtier à escompte, c'est ça. Chaque institution financière a en général un site Internet qui permet de faire des transactions. Alors là, on n'a pas de service conseil. Il faut savoir qu'est-ce qu'on achète, quand on l'achète, quand on le vend. C'est nous qui prenons nos propres décisions. Alors, si on veut avoir des services conseils pour l'achat d'actions, il faut passer par un courtier de plein exercice qui a le droit de faire des transactions boursières. Alors, lui, on lui donne nos intentions, on lui demande, on discute avec lui pour lui faire part de nos intentions, de nos objectifs et de notre horizon de placement, et on lui confie un montant et c'est lui qui va faire les achats. Il va nous recommander d'acheter telle ou telle action et de le conserver un certain nombre d'années. OK. Et là, mais là, lui, il faut qu'il soit payé. Il va être payé à même les revenus qui vont être générés par les placements. Donc, celui-là, ce courtier-là de plein exercice que vous parlez, là, qui pourrait me conseiller sur les achats puis à qui je vais confier un montant, là, à lui, je vais payer une commission. Oui. OK. Mais si je passe par un courtier à escompte, là, j'ai des frais d'achat et de vente, mais je n'ai pas de commission à payer parce que c'est moi qui... C'est une commission, mais elle est plus petite. C'est une commission de 10 environ. Ah, il y en a une quand même. Oui, c'est le fameux 10 que Bernard parlait, c'est une commission. Mais elle est beaucoup plus simple parce que c'est toi qui gères, c'est toi qui décides. Mais là, tu dis que c'est une commission, là, c'est pas des frais d'achat et de vente, là. Bien, c'est la même affaire. Parce que des frais d'achat et de vente, c'est la même chose qu'une commission. Dans ce cas-là, oui. En fait, là, c'est qu'un courtier à escompte, il n'y a personne qui te donne des conseils. Fait qu'ils vont dire, nous, on te donne la plateforme Internet, puis on te permet de procéder. Puis en échange de ça, ben, tu me donnes 10 $ à l'achat, puis 10 $ à la vente, à peu près. Là. Il y en a qui c'est 9, il y en a qui c'est 8, là, mais c'est pas grave. OK. Puis, moi, j'appelle pas ça des commissions. J'appelle pas ça des commissions, j'appelle ça des frais de transaction. Ouais, si pour eux autres, c'est des commissions. Ça joue le même rôle. Oui, mais il faut s'entendre sur les termes, là, parce que
c'est mélangeant, là. Ouais, Si on fait... Écoute, tu as tout à fait raison, Denis. Ça prend des termes, il faut être systémique. Oui. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que là, pour moi, c'est comme si on parle de commission puis qu'on compare ça à des frais de transaction dans un cas, puis dans un autre cas, on en parle commission comme étant des frais de gestion. Alors, puis pour moi, un frais de Exact. transaction puis un frais de gestion, selon moi, c'est pas la même chose. Alors, c'est pour ça que j'essaye de démêler le vocabulaire puis qu'est-ce que ça signifie pour Que je bien peux y comprendre. aller d'un essai? Oui, vas-y. Oui. Alors, pour moi, les frais de gestion, là, c'est le groupe de personnes ou un homme ou une femme, des fois, ils sont rarement seuls, là, qui vont gérer, exemple, un des fonds dynamiques ou un des fonds équilibrés ou un des fonds conservateurs. Bon, on dit que c'est des sommités dans leur domaine, généralement. Puis ces gens-là, on n'a pas accès à eux. Eux s'occupent du fonds puis dire je me débarrasse de ça, puis j'achète ça, puis ils se voient le matin qu'ils sont un groupe, puis ils prennent une décision. Ça, c'est la gestion. Oui. Puis généralement, pour des fonds de commun placement, c'est entre 1,5 et 3 les frais de gestion. Exemple, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, là, le fonds conservateur, on pourrait penser que c'est 1,5. Là. Le fonds équilibré, c'est peut-être 2, puis le fonds dynamique qui demande plus d'intervention de ces gens-là, c'est peut-être 3. OK? Oui. Alors, l'autre, les commissions, c'est la personne qui te permet d'en acheter ou de vendre. Bon, la personne, ça peut être le type qui te répond chez Desjardins, mais ça peut être aussi un courtier de plein exercice et ça peut être un courtier à escompte. Voilà. OK. C'est ça. Et cette commission-là, elle est facturée au moment de l'achat et de la vente. C'est pour ça qu'on parlait tantôt là, de frais de transaction. Denis parle de frais de transaction parce qu'elle nous est facturée au moment de l'achat et de la vente. Voilà. OK. Donc, si je reprends ça, c'est que là, à ce moment-là, si on parle de la commission, c'est la personne ou l'entité, là, qui serait comme Disnap, là, qui me permet d'acheter ou de vendre un produit. Puis, cette commission-là, entre guillemets, ben, peut correspondre à des frais de transaction. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Ça m'éclaire. Parfait. J'ai une question aussi. Oui, vas-y. Le planificateur financier à banque, il se prend des frais aussi? Oui. Non, pas toujours. Ben... Ça dépend des services que vous avez. Moi, je sais que mon planificateur financier à la Banque nationale, il ne me charge pas de maudite scène pour ça. Ça fait partie des frais de gestion imposés par la banque. C'est ça. Mais c'est parce que la banque va prendre ces frais-là puis va payer le courtier. Voilà. Dans le fond, c'est une façon de rémunérer le courtier. Mais Oui. moi, ce que je peux dire, c'est que depuis quelques années, depuis 2017, environ 2018, là, on a un rapport annuel de l'ensemble de nos placements qui sont remis là, aux clients des institutions financières. Ce rapport-là détaille les rendements et distingue aussi les frais qui sont facturés. Alors donc, les frais de gestion, les frais de commission, tout ça est ventilé. Et c'est dans le rapport de fin d'année, là, moi, je reçois ce rapport-là de chacune des institutions financières avec lesquelles je fais affaire, en général au mois de janvier, là, dans les premiers jours de janvier ou, mettons, dans le courant du mois de janvier. Alors, prenez la peine d'examiner ça pour voir combien vous payez en frais de gestion annuels. Rappelez-vous qu'en janvier dernier, j'avais fait l'exercice et je vous avais présenté aussi un petit tableau qui présentait les frais de gestion en général sur les fonds communs de placement. Alors, vous pourrez aller revoir ça là, dans les documents que je vous ai présentés au mois de janvier dernier. J'aurais une question sur ça. Oui. Ces frais de gestion-là, est-ce qu'on peut les déduire? Est-ce qu'ils sont déductibles d'impôts? Moi, la fille à la banque, elle m'a dit non. Ce n'est pas déductible d'impôt, à moins qu'on soit une entreprise. Une entreprise, elle, tous les frais qu'elle encourt permettent de réduire ses profits, donc de réduire l'impôt à payer. Et dans les revenus que vous allez toucher, les frais que vous avez encourus sont déjà déduits. Oui. Donc, vous n'avez pas à déduire ces frais-là puisqu'ils sont déjà déduits de vos revenus. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne touche pas le rendement. Non. On ne touche pas une fraction du rendement qui correspond aux frais de gestion. Voilà. OK, merci. Parfait, merci bien.
OK. Alors donc, à partir de ces informations-là, étant donné que la plupart d'entre nous, nous avons plus qu'un placement, on a souvent une variété de placements de diverses catégories. J'ai préparé une grille dans l'onglet grille qui est dans le même fichier que je vais vous montrer. Je vais essayer de voir, là, je vais étirer ça un peu, puis je vais diminuer ça. Louise, est-ce que tu vois encore quelque chose? Je vois à partir de la colonne D. Ah, là, je vois la A. OK, excellent, c'est beau. Alors donc, ce tableau-là que je vous ai présenté, c'est à partir des projections de rendement qui sont proposées par les QPF. J'ai reproduit les tableaux, les deux tableaux qu'on a vus tantôt, là, le tableau le premier et le deuxième, je les ai regroupés dans le premier tableau ici en haut que j'appelle type de placement. Alors, on avait, si je reviens à mon autre, on avait le premier tableau qui correspondait à 5 types de placements simples et on avait le deuxième tableau qui correspondait à 3 types de placements composés. Alors, dans la grille du haut ici, on en a 8. On a donc les 5 placements simples et on a les 3 placements composés avec les taux de rendement qui sont les mêmes que ceux que vous avez vus tantôt. Dans la deuxième grille, la grille un peu plus bas, c'est un outil que j'ai préparé pour vous si jamais vous voulez faire une projection du taux de rendement selon les placements que vous avez. Alors, vous pourriez utiliser la grille du bas ici pour inscrire sur chacune des lignes les placements que vous avez. Alors, exemple, on va se donner un exemple. Ici, cette grille-là vaut pour le taux de rendement moyen par type de compte bancaire pour une année. Alors, c'est dans la condition qu'on n'ait pas de retrait et pas de dépôt au cours de l'année pour un compte bancaire de type épargne non enregistrée. Alors, vous pourriez changer ces informations-là et c'est pour l'année 2014. Donc, on pourrait prendre le solde de nos placements au 31 décembre d'une année donnée pour un compte donné et inscrire une ligne par placement. Exemple, pour l'institution financière Desjardins, j'ai 3 placements. J'ai l'épargne à terme 1 qui me rapporte 2,1 %, l'épargne à terme 2 qui me rapporte 1,8 %, obligation d'Hydro-Québec qui me rapporte 2,5 %. Ces taux-là sont des taux qui ont été déterminés au moment de l'achat du produit financier. Donc, je les connais, donc je peux les inscrire. Alors, j'ai inscrit le montant du placement. Ici, dans ce cas-là, j'ai marqué 10 000. Ça, c'est un élément qui est calculé. Et je vais inscrire dans la colonne G le numéro du type de placement de la grille d'en haut. Alors, de quoi s'agit-il? Un épargne à terme 1, c'est un épargne à court terme ou du revenu fixe? Ça peut être un ou l'autre, ça dépend de la alors, durée. mettons que c'est... Moi, je regarde les taux, là, ça va être plus autour de 2,1. Je veux dire, c'est de l'épargne à court terme. Okay. Alors, je vais placer ici le chiffre 1 et il m'indique que c'est un placement à court terme. Il me donne le taux de rendement. Il va pouvoir me calculer ça. Pour le deuxième, c'est la même chose. Je vais marquer 1. Ici, obligation 2,5. Ça ressemble encore à ça. Je vais marquer 1 aussi. Ici, DISNAT. Un placement qui est de la banque Toronto TB, ou TB, c'est plutôt TD, hein? Il faut changer ça. TD, Toronto Dominion. On ne connaît pas le taux de rendement parce qu'il s'agit d'une action, mais je vous dirais que c'est une action, donc c'est une action pays, action canadienne, 6,1 %. Donc, je vais marquer 3 parce que c'est le placement numéro 3. Alors, il va me calculer, il va me dire que c'est une action canadienne, il va me calculer le pourcentage. La même chose pour ici, Philips, c'est une action étrangère. Philips, alors ça va être numéro 4, action étrangère. Disnat, Alibaba, encore là, ça c'est étranger, 7. Fiducie Desjardins, fonds hypothécaire. Fonds hypothécaire, ça c'est un fonds qui est conservateur, 6. Ensuite, fonds équilibré, 7. Et puis fonds d'action, 8. Alors, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de calculer le taux de rendement moyen avec les placements que j'ai inscrits. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant parce que là, on a une variété de placements, on pourrait avoir une variété de montants et on aurait un taux moyen de rendement.
Alors, exemple de ça, si mon épargne à terme est de 5 000, plutôt que d'être de 10 000, bien, ça va affecter mon rendement. La même chose pour lui. Si c'est 5 000, on va faire un copier. Vous voyez que le taux de rendement diminue. Mais par contre, si mes actions ici, j'en ai pour 20 000 au lieu de 10, vous voyez que mon taux de rendement va augmenter. Alors donc, c'est assez intéressant comme outil, je pense, pour vous aider à calculer le taux de rendement de vos placements à partir des taux projetés qui sont recommandés par l'IQPF aux planificateurs financiers. Alors voilà, et si vous voulez calculer pour plusieurs années, vous pourriez dire, par exemple, voici mon solde et voici mon rendement, et voici mon taux de rendement pour plusieurs années. Alors, si vous le calculez pour une année en particulier, vous pourriez le calculer pour plusieurs années, inscrire le résultat de chaque année et vous auriez votre taux de rendement annuel moyen pour plusieurs années. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ouais. Alors, c'est deux petites grilles assez simples, mais qui pourraient vous permettre d'avoir une idée plus précise en fonction des placements que vous avez achetés en calculant à l'aide des taux recommandés par l'IQPF. Mais le cumul sur plusieurs années, on utilise toujours les mêmes taux de rendement qui avaient été établis pour, par exemple, 2020. Là. Si on veut projeter ça sur 10 ans, on va fonctionner avec les mêmes taux. Oui, ou encore, si vous voulez vous donner plus de peine, vous pourriez aller sur le site de l'IQPF, faire une recherche, puis aller chercher les grilles qui étaient applicables, les taux qui étaient applicables à ces moments-là. Par exemple, vous pourriez aller chercher la grille de 2015, prendre les taux de 2015, puis utiliser les taux de 2015 pour inscrire vos résultats pour 2015. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de variation importante d'une année à l'autre. Ces projections-là sont faites pour durer à long terme. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de variations importantes. Autre question? Pas d'autres questions? Alors, si vous permettez, je vais terminer le partage et je vais terminer